Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast et qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles ou de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, si vous appréciez tout ce travail, continuez. Je suis très heureuse de partager avec vous la conversation dense et pleine d'enseignements que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Alexis Delem, le fondateur de la marque de cosmétiques bio Avril. Après un parcours classique, prépa HEC, ESCP, puis 17 ans chez Auchan, il a décidé de fonder en 2011 Avril, une marque de cosmétiques bio, accessible, de qualité, sobre en packaging et économe en marketing. Les débuts n'ont pas été évidents. La démarche étonne dans le monde de la cosmétique. Mais les connaissances d'Alexis dans le domaine des achats ainsi que sa détermination seront clés pour réussir à développer la marque. Aujourd'hui, la marque est reconnue, dispose de 18 boutiques qui sont les vitrines d'Avril, représente la marque et ses valeurs, d'un site internet qui reste le vecteur principal des ventes et d'un circuit de vente dans les magasins bio et les pharmacies. La quasi-totalité de ces produits est fabriquée en France. Pendant notre échange, Alexis nous a aussi parlé management et du fonctionnement au quotidien d'Avril, inspiré du modèle de l'entreprise libérée. Et surtout, il partage avec nous la vision de la marque portée par l'ensemble des collaborateurs qui, je suis sûre, vous inspirera et vous donnera envie d'en savoir plus sur Avril. Avec Alexis, nous avons parlé de la création d'une marque, du développement d'une communauté, d'impact social et environnemental, de littérature russe, de cosmétiques durables et de vision long terme. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Alexis. Bonjour Claire. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Si vous le voulez bien, nous allons d'abord commencer par retracer ensemble votre parcours. Donc, j'avais vu que vous aviez fait prépa HEC, école de commerce. Oui, tout à fait. Et oui, donc j'ai fait effectivement des études de commerce à Paris. Et en fait, mon parcours a démarré dès la 3e année de l'ESCP, puisque j'ai suivi l'option entrepreneuriat. D'accord. Et dans le cadre de cette option, on devait créer une entreprise. Ok. Et j'ai donc créé une entreprise en 1989, j'avais 21 ans. Une première entreprise dans le linge de maison. Alors c'était une histoire familiale en lien avec mon père. Et l'idée c'était avec les créations de mon père qui était styliste, de vendre des nappes, donc du linge de table, du linge de toilette aussi. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans et j'ai jamais réussi à faire décoller cette entreprise. D'accord. Et donc au bout de 5 ans, et en 1994, j'ai arrêté et je suis entré chez Auchan. Okay. Donc changement complet d'univers, puisque j'étais presque tout seul dans l'entreprise précédente et puis je me suis retrouvé dans un grand groupe. Et en fait, j'ai adoré travailler chez Auchan. Alors, dans une entreprise qui ne fonctionne pas très bien, c'est pas toujours génial d'y travailler. Oui. On dit être à son compte, c'est top. Mais oui, c'est vrai, quand ça marche bien. Quand ça marche pas bien, c'est moins facile et moins agréable. Donc, j'étais très content d'entrer chez Auchan, où j'ai trouvé à la fois les moyens de faire ce que j'avais envie de faire, la possibilité de faire surtout ce que j'aimais faire et pas les choses moins agréables quand on dirige une entreprise qui fonctionne mal. Et puis j'ai trouvé aussi beaucoup d'autonomie. Et donc la possibilité de vraiment m'exprimer, faire ce en quoi je croyais,
Voilà, puis j'ai bien aimé l'ambiance générale et les valeurs de cette entreprise. Donc j'y suis resté longtemps, hein, j'y suis resté 17 ans. J'ai fait beaucoup de choses très différentes. Au début, je m'occupais des produits traiteurs, donc vous voyez, ça n'avait rien à voir avec le linge de maison. Donc j'ai travaillé surtout à la centrale d'achat. Et puis après, j'ai changé, je me suis occupé de produits de bricolage, puis de décoration pour la maison, et puis à un moment donné de cosmétiques et de produits d'entretien. D'abord pour les produits à marque Auchan, et ensuite pour l'ensemble des produits, y compris les marques nationales. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et en fait, c'est de cette expérience que m'est venue l'idée de créer Avril. D'accord. Puisque, en fait, il y a eu plusieurs choses que j'ai constatées avec cette expérience. La première chose, c'est que la plupart des marques ne faisaient aucun effort pour l'environnement. Je vais juste donner un exemple. Quand je suis arrivé au dernier poste que j'ai occupé chez Auchan, j'étais en relation avec toutes les multinationales de la cosmétique comme L'Oréal, Unilever, Colgate, Procter & Gamble, etc. Et ceux qui fabriquaient du dentifrice, je leur ai demandé chaque année pendant 5 ans de retirer l'étui carton autour du tube de dentifrice. Donc, au nom d'Auchan, je leur disais, nous, on souhaite, pour des questions d'écologie, parce que c'est un étui carton qui ne sert à rien, qu'on jette à la poubelle dès qu'on arrive à la maison, de le retirer. Je leur ai demandé pendant 5 ans à chacun de ces grands groupes, et ils ont tous systématiquement refusé. Uniquement pour une question de marketing. D'accord. C'est-à-dire que la visibilité de la marque prime sur l'intérêt de l'environnement. Donc, moi, je trouvais ça vraiment pas acceptable. Et donc, ça m'a vraiment stimulé pour me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer mieux que ce qui se fait actuellement. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai constaté en écoutant ce que disaient les gens que le prix était un frein pour que les gens utilisent de la cosmétique bio plutôt que de la cosmétique conventionnelle. Parce que tout le monde préfère utiliser du bio parce qu'intellectuellement, bien sûr, on est d'accord pour dire que le bio, c'est mieux que les produits conventionnels. Mais en fait, ce que les gens déclarent, c'est qu'ils ne le font pas à cause du prix. Parce que le bio, c'est plus cher que la cosmétique conventionnelle. Et en fait, moi, je savais que ce problème de prix était surtout lié au modèle économique de la cosmétique. C'est-à-dire que, bien entendu, fabriquer des produits bio, ça coûte plus cher que de fabriquer des produits conventionnels, mais ce qui fait qu'un produit est cher en cosmétique, en général, d'ailleurs, que ce soit bio ou pas bio, c'est surtout le modèle économique dominant dans la cosmétique qui consiste à investir énormément d'argent dans la publicité, le marketing, la communication, des distributions d'échantillons, des égéries, etc. Et donc, à cause de ça, de devoir vendre les produits assez chers pour financer tous ces coûts. Et donc, moi, je me suis dit qu'en adoptant un modèle économique complètement opposé à celui-là, on pouvait vendre des produits bio moins chers que des produits non bio. Conventionnels. Oui. Voilà, et donc c'est ça l'idée, et c'est pour ça que j'ai quitté Auchan en 2011 avec l'idée de créer Avril, avec cette mission de rendre le bio accessible grâce à ce modèle économique. D'accord. Voilà, donc c'était le début de l'aventure d'Avril. En décembre 2011, voilà, je quitte Auchan et j'arrive dans cette nouvelle aventure avec la création de cette nouvelle entreprise. Et du coup, avec votre expérience sur les achats, donc votre capacité aussi à aller chercher les bons composants, en tout cas pour faire vos produits. Oui. Et donc là, comment vous faites? Vous trouvez des usines pour fabriquer? Oui, enfin, tout à fait. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors c'est vrai que j'avais une très bonne expérience et une très bonne connaissance du marché de la cosmétique, une bonne connaissance du monde de la sous-traitance, parce qu'il y a beaucoup en fait, d'entreprises en France en cosmétique qui fabriquent pour d'autres marques. Pour le compte, oui. Et donc je connaissais évidemment très bien tout cet écosystème. Bah oui, j'ai commencé à chercher des formules bio, des sous-traitants qui étaient capables de les produire.
pour pouvoir constituer une gamme de départ à la marque Avril. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois, jusqu'au lancement de la marque en avril 2012. On a fait nos premières ventes en avril 2012, avec au démarrage deux circuits de distribution. Le premier, c'est un site internet, donc on l'a élaboré aussi en parallèle de décembre à avril. Et le deuxième circuit, c'est donc le B2B, puisqu'on a fait notre première facture pour un magasin bio. Voilà, donc nos deux circuits étaient ancrés dès le début. Et donc ce circuit B2B, c'est des magasins bio, des instituts de beauté, des pharmacies, des sites internet spécialisés dans la cosmétique bio. Voilà, donc on a démarré comme ça. Et le début était très difficile. C'était horrible parce que... Vous avez dû passer pour des ovnis un peu je ne sais pas si on est passé pour des ovnis, mais surtout ce modèle économique un peu original dans le monde de la cosmétique a rendu le démarrage très difficile, parce que quand on n'a pas de budget pour la publicité, pour se faire connaître, comment les gens vous connaissent ? Ils ne vous connaissent pas. Oui. Et donc au début, sur notre site internet, on vendait rien. Parfois on avait une commande par jour, 2 commandes par jour les grands jours. Donc, voilà. Et puis en B2B, les distributeurs, les revendeurs, ils n'attendent personne. Ils ont déjà des marques qui sont présentes, et introduire une nouvelle marque, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut supprimer la place de quelqu'un d'autre qui est déjà établi, qui fonctionne en général. Donc le démarrage était très très compliqué pendant 2 ans. C'était vraiment difficile. Alors bien sûr, ne pas avoir de budget marketing, ça ne veut pas dire ne pas communiquer, parce qu'avec les médias portés par Internet, on peut communiquer sans budget. Notamment c'était Facebook, je pense. Voilà, exactement. Donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Dès le début, on l'a fait. Facebook, alors Instagram, c'est venu un peu après. Après, on a aussi... il y a beaucoup de blogueuses qui parlent d'Avril. Alors au début, il y en avait un peu moins, parce que la marque n'était pas connue, elles n'avaient pas forcément envie de le faire. On a évidemment les newsletters. Donc voilà, tout ça, on l'a mis en place dès le début, mais avec une audience très très faible. Facebook, au début, on avait 100 abonnés. Donc avec 100 abonnés, vous ne déclenchez pas des centaines de commandes. C'est sûr. Voilà, donc le démarrage a été très très compliqué, même si on a mis en place ces moyens de communication gratuits via Internet. C'était quand même à échelle très réduite. Voilà, mais on a tenu bon, et puis petit à petit, les ventes, en partant de rien, se sont développées un peu à la fois, jusqu'à arriver à un niveau qui était satisfaisant. Au bout de, on va dire, 3 ans, ça devenait vraiment intéressant, toujours sur nos 2 circuits, site internet pour les particuliers et revendeurs. Et puis un beau jour, on s'est dit, si on ouvrait une boutique Avril, parce que sur Internet, on ne peut pas essayer les produits. Et c'est un peu compliqué quand on veut acheter du maquillage de ne pas pouvoir voir la vraie couleur, toucher la vraie texture, sentir aussi le parfum. Et c'est vrai aussi pour les crèmes de soins. Et donc ça, c'était une difficulté qu'on avait, qu'on a toujours sur Internet. Et comme on a quand même des revendeurs, encore une fois des magasins bio, des pharmacies, etc., ça pouvait répondre à ce besoin d'essayer les produits. Sauf qu'en général, les revendeurs qui travaillent avec nous n'ont pas toute la gamme, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de place pour présenter tous les produits Avril. Ils ont une sélection. Voilà, ils ont une sélection. On a 350 références. Il n'y a pas la place dans une pharmacie de mettre 350 produits Avril. Et donc, même les gens qui pouvaient, dans des points de vente physiques, essayer les produits, ils ne pouvaient pas tous les essayer. Donc, on s'est dit, ouvrons une boutique, et puis, comme ça, on donnera la possibilité aux gens qui ont envie d'essayer notre marque, d'avoir une expérience complète sur tous les produits qu'ils veulent. Et on s'est mis à chercher un emplacement à Lille, puisque comme on est d'ici, c'était important pour nous de suivre cette boutique dans ses détails tous les jours. Et puis on a trouvé, par chance, un très bon emplacement rue Équermoise. Oui. Et on a ouvert notre première boutique dans cette rue en octobre 2016, donc ça fait 3 ans maintenant. Et le jour où on a ouvert les portes, la boutique était pleine de clients. Donc c'était génial pour nous, parce que
Après les années, attente, il y avait une vraie attente. Après les premières années qui avaient été difficiles, on s'est rendu compte que il y avait une adhésion à la marque qui s'était créée et qui a fait que les gens étaient contents de trouver un point de vente physique avec tous nos produits. Et voilà, donc ça a bien marché dès le début, cette boutique, dès octobre 2016. Et de ce fait, on a décidé d'en ouvrir d'autres. Donc l'année d'après, en 2017, on en a ouvert 2 autres, une à Paris et une à Rennes. Le démarrage à Paris était un peu plus difficile parce que Paris, c'est une grande ville. Et donc, tout le monde, quand on ouvre un point de vente à Paris, ça ne concentre pas tous les Parisiens sur ce point de vente. Bien c'est sûr. uniquement ceux qui passent devant. Donc, c'était un peu plus dur, mais au bout d'un an, elle a commencé à bien tourner. À Rennes, ça a assez bien marché. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Et donc, on en a ouvert encore 4 l'année d'après, en 2018. Et donc, à la fin de l'année dernière, on avait 7 boutiques en tout. Et puis, elles marchent toutes assez bien. Et donc, cette année, on en a ouvert 11 de plus. Oui, j'ai vu, il y en a 18, c'est ce que Voilà, j'avais compté. On a 18 aujourd'hui, donc c'est super, avec toutes, sauf une exception, un très bon succès et toujours des clientes qui sont très contentes. À chaque fois qu'on ouvre dans une ville, ce qu'elles disent, c'est on est content de vous trouver, on est content de pouvoir avoir accès à toute la gamme, on attendait ça, et donc ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une adhésion à la marque Avril, alors qu'on reste évidemment pas connu du tout, puisque on a gardé notre modèle économique du départ, qui consiste à ne pas avoir de budget pour la publicité et la communication. Oui. Donc on reste avec une audience qui est très limitée, mais auprès de ces clients, il y a une vraie attente pour trouver notre marque dans nos boutiques. Oui, puis je pense que ça rencontre aussi des attentes des consommateurs. Enfin, je veux dire, moi, il y a encore quelques années, je n'attachais pas forcément d'importance à la cosmétique bio, ou alors pour moi, je trouvais que c'était un peu moche, enfin, les textures étaient moyennes, etc. Et notamment avec des marques comme Avril, je pense que ça change aussi le regard qu'on peut avoir sur la cosmétique bio d'il y a 10 ans, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on a démarré en 2012, ça pouvait être un peu précurseur. Et à ce moment-là, ou peut-être un peu avant, les formules bio n'étaient pas extraordinaires. Et nous, quand on a démarré, alors c'était aussi un peu de chance de démarrer à ce moment-là, les formules bio devenaient beaucoup plus élaborées. Déjà, elles duraient plus longtemps, alors qu'au démarrage, la durée de vie des produits était très limitée. Les parfums commençaient à être très agréables, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on a démarré à un bon moment du point de vue de la formulation, de la capacité à formuler des produits bio qui étaient super en qualité. Donc on a démarré avec ça et c'était vraiment bien. Alors on était peut-être un peu précurseur parce qu'en 2012, il n'y avait pas l'attente pour les produits bio qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que vous disiez. Donc on a été vraiment au moment où cette tendance s'est mise à émerger. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment une tendance de fond. C'est-à-dire que tout le monde a plutôt envie d'utiliser des produits bio plutôt que des produits non bio. Oui, donc on est vraiment dans cette tendance. Mais en fait, aujourd'hui, ça, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que oui, il y a 7 ans, ça pouvait apparaître comme précurseur. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et on doit aller plus loin. On doit aller plus loin d'abord pour une question de responsabilité environnementale et puis ensuite pour une question d'attente des consommateurs. Aujourd'hui, on s'oriente vraiment vers un besoin de responsabilité par rapport à la production, par rapport aux emballages. On a à juste titre beaucoup de sollicitations pour moins d'emballage ou plus d'emballage du tout. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille sans qu'on ait aujourd'hui les solutions techniques disponibles pour supprimer les emballages, mais on y travaille beaucoup avec nos sous-traitants pour essayer de trouver des solutions et pour aller plus loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça nous anime beaucoup dans l'équipe de rechercher ces solutions pour réduire ou supprimer les emballages. Oui, j'avais vu qu'il y avait, je crois que c'était les gels douche en vrac à Lille. Oui, tout à fait. Alors, on commence à faire des choses. Alors déjà,
Dès l'origine, bien sûr, Oui. on a éliminé les emballages superflus. Je vous parlais des dentifrices tout à l'heure. Évidemment, chez Avril, le dentifrice, il est vendu en tube. Il n'y a pas un étui carton autour. Et c'est vrai aussi de toutes nos crèmes de soins, contrairement à beaucoup d'autres marques qui sont vendues juste avec un tube et pas avec une belle boîte en carton. Donc ça, on le fait déjà parce que c'est facile à faire. La solution technique, elle est hyper simple. Pour aller plus loin, c'est plus compliqué. Donc vous avez raison, on a déjà mis en place dans notre boutique de Lille, et ça sera étendu à nos autres boutiques, le principe de recharger son flacon de gel douche vide. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça évitera de jeter à la poubelle et donc de devoir reproduire un flacon. C'est tout un paquet de contraintes qu'on n'imagine pas quand on est du côté consommateur. Oui. Mais pour nous, la marque, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des obligations réglementaires pour assurer, c'est normal, l'hygiène et la sécurité des produits et des consommateurs. Donc voilà, c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc on l'a fait, on est content de le faire. Donc pour les gels douche, c'est bien. Maintenant, il faut trouver des solutions pour les autres produits. On en a beaucoup d'autres. Ouais. Et je voulais juste en revenir un peu sur le début, parce que quand vous disiez voilà, les 2 premières années ont été difficiles, est-ce que vous avez été accompagné au départ quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous aviez, moi je sais pas, des partenaires avec vous pour tenir ces 2 premières années? Oui, alors c'est une bonne question. Au démarrage, déjà on est dans l'entreprise 6 associés. Oui. Donc c'est 5 amis et moi. Et alors, je suis le seul des 6 à travailler dans l'entreprise. D'accord. Donc voilà, on avait un capital de départ qui nous permettait d'avancer malgré des pertes importantes au début. On a eu aussi un prêt bancaire qui était extrêmement difficile à obtenir. Et vraiment, c'était une grosse difficulté. Et c'était un petit peu angoissant puisque en fait j'avais sollicité toutes les banques pour obtenir un prêt pour nous accompagner pour ce démarrage. Et comme ce qu'on avait besoin de financer, c'était surtout du besoin en fonds de roulement, oui. Donc du stock en gros. Oui. Les banques n'étaient pas très favorables à ça puisque pour elles ça représente un risque important puisque si l'entreprise ne fonctionne pas, le stock ne vaut pas grand-chose. Oui. Donc c'est difficile de le valoriser et de rembourser des prêts sur la base de quelque chose qui ne marche pas et qui n'a pas de valeur. Donc je n'ai pas réussi à obtenir de prêt alors que j'avais déjà quitté Auchan, alors que j'avais déjà engagé les achats de nos premières gammes, jusqu'à ce qu'une des 10 banques que j'avais consultées finalement accepte de jouer le jeu et de nous prêter de l'argent. Et par chance, parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on n'aurait pas réussi à survivre. D'accord. Donc voilà, ça a été un coup de chance, mais beaucoup d'angoisse aussi pendant la période où je voyais que aucune banque ne voulait nous suivre. Et voilà, il y a eu ce retournement qui a été très bénéfique et bienvenu et qui nous a permis de voir venir et effectivement de pouvoir passer ces 2 années. Et sans ça, on n'aurait pas réussi. Donc voilà, c'était un épisode un petit peu angoissant. Et du coup, sur cette première production, oui. Sous marque Avril, ça représentait quelle quantité? Je ne me rends pas vraiment compte. Alors, je me souviens même plus, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait fabriquer des produits avec des prix forcément qui doivent être attractifs, sinon on remplit pas notre mission qui est de rendre le bio accessible, puisque le positionnement d'Avril, c'est des produits super en qualité, bio, le moins cher possible. Et c'est vrai que sur le prix, on est vraiment extrêmement attractif. Quand on vend un mascara à 7 €, un rouge à lèvres à 6 €, un crayon pour les yeux à 3 €, c'est vraiment incroyablement pas cher. Pour arriver à vendre des produits de qualité bio à ces prix-là, on est obligé de fabriquer des quantités qui sont importantes. Oui. Donc l'ordre de grandeur, pour entrer dans les détails, c'est à peu près 5000 unités par référence, donc par couleur, si on parle du maquillage. Donc le stock de départ était très important en quantité, puisque c'était 5000 en gros, fois X références, je ne sais plus combien on avait de références. Et voilà, donc c'était important et c'est vrai que ça immobilisait pas mal de stock.
Et du coup, maintenant, au niveau d'Avril, pour reparler de l'actualité de la marque, vous êtes combien de personnes? Alors, le fait d'ouvrir beaucoup de magasins, ça fait qu'on embauche beaucoup de monde et c'est très réjouissant parce que on trouve des équipes, des collaborateurs vraiment engagés et qui nous rejoignent parce que ils, elles, adhèrent aux valeurs de la marque. Et donc ça c'est vraiment super de travailler avec des gens avec lesquels on est en phase sur la mission d'Avril, sur ses valeurs, sur sa vision. Aujourd'hui, on est 106 D'accord. personnes. Il y a 3 ans et demi, avant d'ouvrir notre première boutique, on était 3. Oui, c'est fou. Donc c'est extraordinaire comme développement. Schématiquement, une boutique, c'est à peu près 5 personnes. D'accord. Voilà, donc forcément, ça va vite. Plus on en ouvre, plus on embauche et plus on est nombreux. Et voilà, c'est très, très réjouissant. Au siège, on reste une équipe très agile. Vous avez vu l'équipe en traversant l'open space à l'instant. On est une petite quinzaine dans le bureau, même moins de 15 d'ailleurs, on doit être 13 ou 14. Et dans l'entrepôt qui est juste à côté, c'est une équipe de 8 préparateurs de commandes. D'accord. Voilà. Et donc eux, ils s'occupent des commandes, à la fois le site internet et d'approvisionner les magasins. Exactement. Se fait, depuis le ici. site internet, approvisionner nos boutiques et puis approvisionner nos clients B2B. D'accord. Et comment vous décririez le management ou l'état d'esprit, en tout cas, chez Avril? Alors, très bonne question, parce que on est une entreprise libérée. Oui, mais c'est ça, genre. Vous avez entendu parler, peut-être. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Le modèle général de l'entreprise, qui est un modèle très pyramidal, qui consiste à dire le chef commande et contrôle que ses ordres sont bien exécutés, c'est vraiment un modèle qui ne m'intéresse pas du tout. Et je n'ai pas du tout envie de m'inscrire dans ce type d'organisation. Donc, à l'inverse, l'entreprise libérée, c'est une entreprise dans laquelle les gens ont la capacité de décider. C'est-à-dire que chacun décide. C'est pas le chef qui décide et qui fait exécuter, c'est chacun a la possibilité de prendre des décisions, d'agir, de prendre des initiatives. Donc il ne s'agit pas d'être force de proposition, c'est tout à fait différent. Il s'agit vraiment de décider. De faire, Et donc, on a pour cette prise de décision un process qui est celui des entreprises libérées en général, qui consiste, avant de prendre une décision, à solliciter l'avis des autres. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, on doit solliciter l'avis des gens qui sont experts du sujet, de la décision qu'on veut prendre, et l'avis des gens qui vont être impactés par la décision. Je donne un exemple. Si dans une de nos boutiques, la responsable de magasin dit, compte tenu du fait qu'on a de plus en plus de clients, pour bien les servir, c'est important d'augmenter les heures d'une personne ou d'embaucher quelqu'un d'autre, c'est elle qui va prendre la décision. D'accord. C'est pas sa responsable de réseau, sa chef, qui va dire « Ah tiens, j'ai vu que tu avais besoin de plus d'heures, embauche quelqu'un ». C'est elle qui va prendre la décision. Avant de prendre sa décision, elle va solliciter l'avis des experts du sujet. Donc ça va être notre responsable ressources humaines, qui connaît tout à fait quel type d'effectif on doit mettre en place pour accueillir tel niveau de clientèle. Elle va solliciter évidemment l'avis de sa responsable de réseau. Elle va solliciter l'avis des personnes concernées par cette décision, c'est-à-dire son équipe. Et elle va enrichir sa réflexion des avis qu'elle aura recueillis. Peut-être que dans son équipe, on va lui dire alors tu prévois 10 heures de plus, mais à mon avis, si on répartit mieux les horaires d'aujourd'hui, peut-être que 5 heures ça suffit, parce qu'il y a des moments où on est moins occupé, et là on pourrait du coup décaler des horaires, enfin voilà. Et donc, forte de cet enrichissement lié aux avis qu'elle a pris, elle va prendre la décision, elle prendra une décision qui devrait être la plus adaptée possible. Voilà, donc c'est un exemple pour montrer comment fonctionne l'entreprise libérée, et du coup c'est très épanouissant parce que chacun est acteur de l'entreprise, a un vrai rôle à jouer pour optimiser tout son fonctionnement, et ça fourmille d'idées.
puisque tout le monde peut en avoir et tout le monde peut les mettre en œuvre. On n'attend pas que quelqu'un décide pour vous de faire telle ou telle chose. Et en fait, à quoi ça sert d'embaucher des gens intelligents si c'est juste pour leur demander d'exécuter des ordres? Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Donc nous, on fonctionne comme ça et on est très content de fonctionner comme ça parce que ça nous va bien, ça convient bien à notre état d'esprit. Alors évidemment, c'est pas toujours facile parce que c'est pas le mode d'organisation traditionnel, c'est pas on n'y a pas forcément été habitué avec nos expériences précédentes, avec notre éducation. Donc il peut y avoir un peu de temps d'adaptation à ce mode de fonctionnement et c'est normal. Et puis nous aussi, c'est une organisation relativement récente qu'on a mise en place, donc ça nécessite que nous aussi on s'ajuste. Mais c'est très très intéressant, c'est vraiment une aventure passionnante de mettre en place ce mode d'organisation. Et du coup, vous parliez aussi des valeurs d'Avril. Oui. Comment vous les définiriez? Oui, alors ça c'est un point qui est extrêmement important et pour aller plus loin que les valeurs, il y a aussi la vision. À partir du moment où vous dites à vos collègues, c'est toi qui décides, encore faut-il qu'ils sachent dans quel sens il doit prendre une décision. Quelle est la direction que prend l'entreprise? Parce que si on ne sait pas vers où on va, comment est-ce qu'on peut prendre une décision pertinente? Bon. Donc, en même temps qu'on a mis en place cette organisation en mode entreprise libérée, on a défini notre vision et nos valeurs. Et on l'a fait, c'était en mars cette année, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, on s'est réunis pas loin d'ici. On était une trentaine. À ce moment-là, on avait moins de boutiques qu'aujourd'hui. Donc, il y avait des représentants de toutes les boutiques, des représentants des préparateurs de commandes, des représentants du siège. Et on s'est dit de quoi on rêve. Qu'est-ce qu'on aimerait être dans 10 ans? Et c'est ce qui s'appelle la vision. Donc, vers quoi on veut aller, même si on n'a peut-être pas les solutions aujourd'hui, même si on ne sait pas encore comment on va y arriver, de quoi on rêve vraiment. Et on a défini tous ensemble, avec ces 2 jours de séminaire, on a défini très précisément ce qu'on voulait être dans 10 ans, dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est notre relation avec nos clients. Le deuxième domaine, c'est notre relation à l'environnement. Et le troisième domaine, c'est notre relation entre nous, dans l'entreprise. Sur le domaine de notre relation aux clients, on s'est dit qu'on voulait une relation authentique, sincère et centrée sur le bien-être et non pas sur l'avoir avec nos clients. Et on ne veut pas de process formaté d'accueil du client. On n'a pas de protocole où on lui fait essayer tel produit forcément. Enfin, voilà, on a envie d'une relation simple, sincère, de proximité, d'écoute. Voilà, ça nous tient à cœur et c'est ce qu'on met en place, en particulier dans nos magasins. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a défini pour la relation client. Après, pour notre relation à l'environnement, qui est évidemment au cœur de notre projet parce que c'est ce qui tient à cœur de tout le monde ici chez Avril et ça me tient à cœur à moi en particulier. On a défini des ambitions très fortes. On s'est dit que dans 10 ans, on voulait être 0 déchet. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas encore comment on va y arriver. Donc on a dit qu'on voulait le faire, comment on va le faire, je ne sais pas, mais en tout cas on cherche. On a dit qu'on voulait être 0 émission de CO2. Donc même chose, comment on va faire, je ne sais pas, mais on est en train de chercher et de mettre en place des premières idées, des premiers petits pas, parce qu'on y va petit à petit. Et la troisième chose qu'on a décidé, c'est d'être à énergie positive. C'est-à-dire, d'une part, de consommer le moins d'énergie possible, et d'autre part, de produire plus d'énergie que ce qu'on consomme. Donc là encore, on n'a pas encore la solution, mais ça sera plus simple. En fait, il s'agirait, par exemple, de financer des éoliennes en quantité suffisante pour que ça produise plus que ce qu'on consomme. Voilà. Donc ça, techniquement, ça devrait aller. On est en train d'étudier le sujet. Et la quatrième chose qu'on a dite, c'est qu'on voulait promouvoir une consommation juste.
on ne veut pas de surconsommation. On ne veut pas que des gens achètent nos produits s'ils n'en ont pas besoin. Ça nous semble absurde dans le monde d'aujourd'hui de continuer dans cette optique de surconsommation qui est la règle aujourd'hui dans toutes les sociétés, en tout cas occidentales. Voilà, c'est pas durable, ça n'a aucun sens, ça fait le bonheur de personne. Donc nous, on veut pas ça. Et donc, on veut une consommation juste. Et dans le troisième domaine, qui est notre relation entre nous dans l'entreprise, eh bien, c'est l'entreprise libérée qu'on a effectivement actée et dont on est en train de mettre en place l'organisation. Et là, vous faites accompagner ou tout est en interne ou vous avez des personnes externes qui vous guident sur l'entreprise libérée? Ouais. Alors, sur l'entreprise libérée, en fait, j'ai beaucoup lu à ce sujet. Et j'ai beaucoup aussi rencontré de personnes qui avaient mis ça en place ou accompagné des mises en place d'entreprises. Donc, on a dans l'entreprise des idées relativement claires là-dessus, même si l'entreprise libérée, ce n'est pas un modèle type qu'on plaque sur une entreprise ou une organisation. C'est vraiment à chaque organisation qui veut s'inspirer de ce mode de management, de construire son propre modèle. Oui, en fait, c'est plus un état d'esprit. Oui, voilà, c'est un état d'esprit. Alors, il y a quand même des règles, des process, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la prise de décision avec la sollicitation d'avis. Ça, c'est des choses qui sont écrites et qu'on a juste reproduites telles quelles. Donc, il y a un certain nombre de balises comme ça qui sont posées et qui permettent de faire bien les choses. Et après, il y a des choses qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas dans ce qu'on peut observer dans d'autres entreprises libérées. Et donc, on met en place finalement ce qui nous convient et ce qu'on a envie de faire. Et du coup, pour revenir aussi sur la partie boutique, moi je trouve, pour en avoir vu celle de Lille et quelques-unes de Paris, on sent, quand on rentre, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur en fait. Par rapport, il y a d'autres, dans les réseaux de cosmétiques traditionnels, je trouve qu'on est souvent un peu agressé, les lumières, et là quand on rentre dans une boutique à Avril, c'est posé. Les couleurs sont douces, les lumières sont agréables, on n'est pas complètement pris avec des gros spots en plein visage. Du coup, c'est hyper agréable. Et ça, je pense, j'imagine en tout cas que c'est une volonté. Oui, tout à fait. Alors, le point sur le design, l'architecture de nos boutiques, c'est un point très intéressant parce que chacune de nos boutiques est unique. C'est-à-dire que chaque magasin est un concept unique créé par un architecte local. Donc, contrairement à la plupart des enseignes qui dupliquent un modèle, nous, on préfère ça. Alors d'abord parce que moi, j'aime l'architecture et ça me plaît de travailler avec des gens qui ont du talent, qui ont de l'imagination, qui sont créatifs. Et j'aime être surpris par le concept qu'ils vont nous proposer. Donc ça me plaît beaucoup. Et ensuite parce que ça donne aussi une image de créativité, donc de qualité. Et c'est très important, compte tenu de nos prix très bas, qu'on réussisse à montrer aux gens que malgré les prix bas, on est une marque avec des produits de super qualité. Et donc, tout ce qu'on peut faire graphiquement, par la créativité, par la modernité, par une image contemporaine, pour montrer que donner une image de qualité, on le fait. Oui, qu'en fait, un petit prix ne préjuge pas de la qualité. Exactement. A priori, oui. Mais en l'occurrence, pour Avril, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut qu'on rassure sur ce point. Et donc, quand on briefe les architectes, donc encore une fois, partout en France, localement, en fait, on leur dit que quand on entre dans une boutique Avril, on doit ressentir deux choses. La qualité, justement, et la naturalité. Et donc, l'impression de douceur que vous soulignez, elle est liée à ça, parce que qui dit naturalité, forcément, ne dit pas des écrans partout qui projettent de la lumière, des spots trop brillants, etc. Et donc, c'est vrai que cet aspect... et puis des couleurs qui sont naturelles, donc douces. Et c'est vrai qu'on retrouve cette ambiance dans nos boutiques. Et c'est bien que ce soit comme ça. Et moi, pour avoir une petite sœur qui a une peau très compliquée et beaucoup d'eczéma, qui utilise depuis 2 ans les produits Avril, elle est
ravis. Donc Oui. voilà, c'est, Oui, bah, en c'est tout bien. cas, c'est des produits qui vont à toutes les natures de peau et Oui. quels que soient un petit peu les soucis qu'elles ont pu connaître Oui, tout à fait. avant. Alors après, la peau de chacun est particulière, Oui. est unique, donc on ne peut pas généraliser non plus. On peut être allergique à des ingrédients naturels, ça existe évidemment, mais c'est vrai que d'une manière générale, nos produits sont beaucoup mieux tolérés que d'autres produits et c'est une bonne chose. Et ce que vous dites sur votre sœur, on a très souvent des témoignages de nos clients qui disent le produit que je peux utiliser, c'est un produit Avril parce que les autres marques, ça ne me va pas, ça me crée des irritations, des réactions, etc. Donc c'est vrai que quand c'est naturel, c'est quand même mieux pour la peau que quand c'est chimique. C'est sûr. Et sur la fabrication, j'avais lu que vous étiez, je ne sais pas si c'est 100% ou si c'est pas tout à fait 100% fabriqué en France. Oui, c'est pas tout à fait 100% parce que en fait le positionnement d'Avril, c'est des produits super en qualité, bio, pas cher du tout. Et super en qualité, ça veut dire qu'on cherche à chaque fois le meilleur sous-traitant et la meilleure formule possible pour notre marque. Et il y a 2 gammes de produits qui sont fabriqués en Italie, parce que le meilleur sous-traitant qu'on a trouvé pour ces gammes, c'est des Italiens. D'accord. Et tout le reste, c'est des Français. Et donc c'est une immense majorité de Français et de Italiens. Voilà. Et du coup, j'avais même lu, je crois que pour les essences pour vos parfums, ça vient de Grasse directement. Donc c'est ça. Alors, il y en a. Oui, tout à fait. Alors ça dépend parce qu'il y a tout, mais nos eaux de toilette, effectivement, elles sont fabriquées en Provence. C'est vrai aussi pour nos huiles essentielles, c'est vrai aussi pour nos huiles végétales, bien souvent. Mais quand on a par exemple une huile d'argan, l'huile d'argan, ça vient pas de Provence. C'est sûr. Donc, voilà. Et c'est vrai que du coup, on rejoint finalement cet aspect sur le prix, où on a des produits qui sont qualitatifs, fabriqués majoritairement en France, à un niveau de prix qu'on ne soupçonnerait pas. Oui. Quand on se dit, en fait, quand on voit d'autres marques, mais après qui ont forcément des budgets communication Exactement. ou packaging plus conséquents, qui Oui. donc du coup n'ont pas les mêmes niveaux de prix, on est surpris soi-même en fait finalement par la qualité des produits. Oui, tout à fait. Et en fait, les gens sont surpris et demandent quel est le secret. Ils disent mais comment vous arrivez avec des produits bio de qualité fabriqués en France à avoir ces prix-là? Et en fait, le secret, c'est un secret de Polichinelle. C'est juste que nous, on dépense rien pour le marketing et la communication. Voilà. Et ça suffit pour que le prix soit vraiment, vraiment pas cher. Et du coup, là, on arrive en fin d'année 2019. Sur 2020, vous avez des projets, j'imagine, peut-être d'ouverture de boutiques. Ça va continuer. Oui, tout à fait. Oui, ça va continuer. Donc là, on a déjà un certain nombre de boutiques qui sont signées pour l'année prochaine. On continue à en chercher puisqu'on souhaite être implanté dans toutes les principales villes en France. Voilà, donc il y aura d'autres ouvertures l'année prochaine. Oui, tout à fait. Et j'avais une petite question un peu plus business, parce que c'est vrai qu'on se dit, le monde de la cosmétique, c'est un monde hyper concurrentiel. Donc peut-être aussi que le fait que vous ne fassiez pas de communication, qu'il n'y ait pas de dépenses sur le marketing, etc., est-ce que ça vous permet aujourd'hui d'être rentable au niveau d'Avril? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on on fait très attention à tout, à nos coûts de fonctionnement. Enfin, je vous ai décrit tout à l'heure notre organisation avec 13 ou 14 personnes uniquement pour le siège, pour quand même un travail qui est important, tout ce qui est produit, tout ce qui est web, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est développement des magasins, enfin tout ça c'est... et on réussit à faire ça à 13-14 personnes. Donc on est très, très sobre dans nos dépenses et on réussit, malgré des prix très bas, à être rentable. Et du coup, je vois qu'on commence le temps passe. Oui. Et du coup, j'aurais voulu vous poser quelques petites questions rituelles que je pose en fait à chaque fin d'épisode de La Boussole. Oui. Alors, est-ce que vous avez un peu une journée type? C'est quoi une journée d'Alexis Delem? Alors, comme on est dans une entreprise libérée et que par chance je ne suis pas là à tout contrôler, tout décider tout seul, je suis plutôt disponible. D'accord. Et donc, alors il y a des choses que je fais encore de façon opérationnelle moi-même, par exemple le développement des boutiques, c'est-à-dire la recherche de nouveaux locaux. Donc ça, c'est moi qui le fais. Donc ça me prend un petit peu de temps parce qu'il faut regarder les opportunités qui me sont proposées. Mais sinon, je suis très disponible pour parler avec les uns et les autres.
Comme on est en mode décision par sollicitation d'avis, par chance, on me sollicite quand même parfois mon avis, donc je le donne et je réfléchis un peu. Voilà. Après, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me déplacer pour voir nos magasins, pour rencontrer les équipes dans nos boutiques. Voilà, donc j'ai pas vraiment une journée type, mais plutôt disponible en tout cas. D'accord. Et ça, je m'en réjouis. Je me réjouis de ne pas être surbooké, de déborder, d'avoir le temps pour rien. Non, j'ai plutôt le temps et c'est bien. Et est-ce que vous auriez un livre à nous recommander ? Alors, en matière d'entreprise, je vous ai dit que je m'étais pas mal documenté sur l'entreprise libérée. Il y a un livre qui est vraiment enthousiasmant pour les gens qui s'intéressent à ce sujet et qui voudraient en savoir un peu plus sur ce thème. C'est un livre qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Alors, je rassure tout le monde, c'est écrit en français, bien que le titre soit en anglais. Et quand on s'intéresse à ce sujet, mais c'est enthousiasmant. Donc, il prend beaucoup d'exemples d'entreprises qui existent et qui ont mis en place ce mode d'organisation. Et donc, on voit les effets bénéfiques sur les collaborateurs, l'épanouissement que ça provoque chez eux. Donc c'est plein de très très bonnes idées qui ont été mises en place par ces entreprises, par ces organisations. Parfois c'est des écoles ou des hôpitaux. Donc il y a tous les types d'organisations, ça peut être des administrations aussi. C'est passionnant. Donc ça, c'est pour l'aspect entreprise. Oui. Après, moi, j'aime beaucoup la littérature. Alors, si je devais vous faire un florilège de mes livres préférés, on en aurait pour un petit moment. Mais je pourrais juste parler d'un livre parce qu'il est complètement inconnu. Je n'ai jamais rencontré un Français qui connaissait ce livre. C'est un livre russe d'un auteur qui s'appelle Mikhail Sholokhov et qui s'appelle Le don paisible. D'accord. Et c'était une découverte pour moi. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus. En Russie, c'est un classique de la littérature. Tous les collégiens ou lycéens ont lu Le don paisible. Et pour l'anecdote, c'est un livre qui a reçu le prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que ce n'est pas l'auteur qui a reçu le prix Nobel, c'est le livre. Tellement il est extraordinaire. Et c'est le seul cas dans l'histoire du Nobel de littérature où c'est un livre qu'il a eu. Donc je conseille vraiment, c'est une découverte, c'est passionnant, c'est une épopée de la période qui va d'avant la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Révolution russe, et c'est extraordinaire. C'est une écriture magnifique et puis une histoire extrêmement dense, palpitante. Voilà, c'est fantastique, Le don paisible. D'accord, je retiens. Et enfin, ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça indique le nord, la direction. Est-ce que vous, il y a quelque chose à qui vous voudriez montrer une direction ? Alors, oui, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet de l'environnement et de ce qu'on peut faire pour améliorer, pour réduire notre impact sur l'environnement. Il y a parfois des choses très simples à faire et qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Et moi, je voudrais interpeller les pouvoirs publics parce que il y a trop de choses qui pourraient être faites, qui pourraient être encouragées ou interdites à l'inverse, et qui ne sont pas faites alors que ça serait simple, ça ne gênerait personne, ça serait juste plus responsable. Je peux donner des exemples. Dans nos boutiques, on éteint la lumière quand on part. Il y a beaucoup de boutiques qui laissent la lumière allumée parce que ça leur fait de la publicité. Une fois que la boutique est fermée, les gens passent devant la vitrine et donc ça fait de la publicité pour la marque. On comprend très bien l'intérêt marketing de ça. Mais ce n'est pas responsable. Et donc, il faut vraiment qu'on ait les idées claires sur quand on doit arbitrer entre marketing et responsabilité. Le plus important, ce n'est pas le marketing. C'est l'impact qu'on a sur le monde, sur la planète. Et donc, il faut arbitrer toujours dans le sens de l'impact. Puisque ce n'est pas fait, moi, j'encourage vraiment l'État à donner des règles là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on autorise des magasins à être ouverts, à être allumés après les heures d'ouverture, alors qu'on pourrait l'interdire ? Ça coûterait rien à personne, ça présenterait aucun inconvénient. Faisons-le.
Voilà, donc ça c'est un exemple, mais il y en a plein. Et j'aimerais bien qu'on s'oriente vers ça si on a vraiment la volonté de changer les choses. D'autant plus que je pense que finalement les populations, de façon générale, sont prêtes à des grands changements parce que tout le monde se rend quand même compte de l'effet des activités humaines sur la planète, que ce soit les plastiques, les hydrocarbures, enfin tout ça, enfin tous les dégâts qui pour certains sont irréversibles sur l'environnement. Et je pense que partout on est prêt à changer nos modes de vie, mais que les pouvoirs publics sont des fois plus lents à réagir. Oui, tout à fait. Et c'est dommage parce que vous avez raison, on est prêt à le faire, mais on n'a pas forcément les réflexes parce qu'on a des habitudes et on prolonge nos habitudes. Et changer d'habitude, c'est toujours une démarche qui nécessite de connecter différemment nos neurones. Et donc ça prend du temps et c'est pas facile. Et donc si on était incité plus par les pouvoirs publics, on le ferait sans doute forcément plus facilement. Et enfin, est-ce que vous auriez un invité à me recommander pour un prochain épisode ? Alors, écoutez, j'ai oublié son nom, mais j'ai adoré la lecture d'un livre qui a été écrit par le patron de Pocheco, qui est une entreprise d'ici, qui a mis en place dans son entreprise toute une série d'idées, de solutions écologiques admirables. Et vraiment, ce qu'il a fait, c'est remarquable. Et donc, si vous avez la possibilité de le rencontrer, je pense que ce serait une grande chance pour vous et pour tous vos auditeurs, parce qu'il a énormément de choses à dire. C'est tout à fait exemplaire ce qu'il a mis en place. Et j'admire beaucoup cette personne que je ne connais pas par ailleurs, dont j'ai même oublié le nom, mais en tout cas, ce qu'il a fait, je ne l'ai pas oublié. C'est fantastique. Je retrouverai son nom et puis je le contacterai du coup. Je vous remercie beaucoup, Alexis, pour votre temps. Merci, Claire. À très bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.